Chapitre 10. La femme de chambre. Nous trouvâmes Madame Ackroyd dans le hall, en compagnie d'un petit homme sec, au menton pointu et aux yeux gris aigus, qui avait l'aspect d'un homme de loi. « Monsieur Hammond déjeune avec nous, » dit Madame Ackroyd. « Vous connaissez le major Blunt, n'est-ce pas, et aussi notre cher docteur Shepherd, qui était un autre ami intime du pauvre Roger. » Elle s'arrêta et regarda Hercule Poirot avec perplexité. « C'est Monsieur Poirot, maman, » dit Flora. « Je vous ai parlé de lui ce matin. »« En effet, » répondit Madame Ackroyd en hésitant. « Il est chargé de retrouver Ralph, c'est cela ?»« Il est chargé de découvrir qui a tué mon oncle, » dit Flora. « Oh, ma chérie, » s'écria la mère, « je t'en prie. Mes pauvres nerfs. Je suis anéanti. C'est si horrible, je ne pus m'empêcher de croire qu'il s'est agi d'un accident. Roger adorait manier des objets extraordinaires. Sa main a dû glisser. » Ces mots furent accueillis par un silence poli. Je vis Poirot s'approcher de l'avoué et lui parler d'un ton confidentiel. Puis, tous deux s'enfoncèrent dans l'embrasure d'une fenêtre. Je m'approchai, puis hésitai. « Peut-être suis-je indiscret ?» demandai-je. « Pas du tout, s'écria chaleureusement Poirot. « Nous suivons cette affaire ensemble, monsieur le docteur. Sans vous, je serais dans l'obscurité. Je désire seulement demander quelques renseignements à l'excellent monsieur Hammond. »« Vous agissez, je crois, pour le compte du capitaine Ralph Paton ?» demanda l'avoué avec précaution. Poirot secoua la tête. « Pas du tout. J'agis dans l'intérêt de la vérité. Miss Ackroyd m'a demandé de faire une enquête au sujet de la mort de son oncle. » Monsieur Hammond parut quelque peu déconcerté. « Je ne puis sérieusement penser que le capitaine Paton soit mêlé à ce crime, » dit-il. « Si fortes que soient les charges contre lui, le simple fait qu'il avait besoin d'argent... » « Avait-il besoin d'argent ?» interrompit vivement Poirot. L'avoué haussa les épaules. « C'est un état chronique chez Ralph Paton, » dit-il sèchement. « L'argent lui glisse entre ses doigts comme l'eau, et il en demandait sans cesse à son beau-père. » « Lui en avait-il demandé récemment ? Au cours de la dernière année, par exemple ? » Je ne puis vous répondre, car M. Ackroyd ne m'en a pas parlé. « Je comprends. Je suppose, monsieur, que vous connaissiez les termes du testament de M. Ackroyd. »« Certainement, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Donc, puisque je représente les intérêts de Miss Ackroyd, vous ne verrez pas d'inconvénient à me communiquer les clauses de ce testament. Elles sont fort simples. La phraséologie légale mise à part, après avoir stipulé quelques legs, tels que, interrompit Poirot, M. Hammond parut un peu étonné. 1000 livres à sa gouvernante, Miss Russell, 50 livres à sa cuisinière, Emma Cooper, 500 livres à son secrétaire, M. Geoffroy Raymond, puis à divers hôpitaux. Poirot leva la main. Les legs de charité ne m'intéressent pas. Fort bien. La rente d'un capital de 10 000 livres devrait être payée à Madame Cyril Ackroyd. Le reste, y compris cette propriété, et les capitaux investis dans la maison Ackroyd et fils, est légué au fils adoptif de M. Ackroyd, Ralph Paton. Le défunt possédait une grosse fortune. Une très grosse fortune. Le capitaine Paton sera fort riche. Il y eut un silence. Poirot et l'avoué se regardèrent. « Monsieur Hammond » appela d'une voix larmoyante Madame Ackroyd. L'homme de loi se dirigea vers elle. Le détective prit son bras et m'entraîna tout contre la fenêtre. « Regardons les iris, déclara-t-il à haute voix. Ne sont-ils pas magnifiques ?» Je sentis en même temps sa main presser mon bras, et il ajouta très bas. « Voulez-vous m'aider à faire cette enquête ?»« Certainement, fis-je avec élan. Rien ne peut m'être plus agréable. Vous ne savez pas quelle existence de fossiles je mène ici. Il ne se passe jamais rien d'intéressant. » « Très bien. Alors nous travaillerons ensemble. Je crois que le major Blunt va venir nous rejoindre dans un instant, car il s'ennuie avec la bonne dame.
Or, je désire apprendre certaines choses, mais sans en avoir l'air. Comprenez-vous ? Je vous laisse donc le soin de poser les questions. Quelles questions désirez-vous que je pose ? Demandai-je non sans appréhension. Je veux que vous introduisiez dans la conversation le nom de Madame Ferrare. Comment cela ? Parlez d'elle d'une manière naturelle. Demandez au major s'il était ici lorsque son mari est mort. Vous voyez ce que je veux dire, et pendant qu'il vous répondra, surveillez, sans en avoir l'air, l'expression de sa figure. Saisissez-vous ? Mais il ne put en dire davantage, car ainsi qu'il l'avait prévu, Blunt quitta, avec sa brusquerie ordinaire, l'autre groupe et s'avança vers nous. Je suggérai une promenade sur la terrasse, et il accepta. Poirot demeura en arrière. Je m'arrêtai pour admirer une rose. Comme tout peut changer en l'espace de quelques jours, observai-je, je me rappelle m'être promené sur cette même terrasse mercredi dernier, avec Ackroyd qui était plein d'entrain. Et maintenant, 3 jours plus tard, le pauvre garçon est mort. Madame Ferrare est morte. Vous l'avez connue, bien entendu. Blunt fit un signe affirmatif. L'aviez-vous rencontrée depuis que vous êtes arrivé ici ? Je suis allé lui faire une visite avec Ackroyd mardi dernier. Il me semble. Femme séduisante, mais étrange. Profonde. On ne savait jamais à quoi elle pensait. Je regardais droit dans ses yeux calmes et gris. Il ne contenait sûrement rien de mystérieux. Je continuai. Je suppose que vous l'aviez vue auparavant. La dernière fois que je suis venu, elle et son mari venaient de s'installer dans ce pays. Il s'arrêta un moment, puis reprit. Elle avait beaucoup changé depuis lors. Comment changé ? Elle paraissait 10 ans plus vieille. Étiez-vous ici quand son mari est mort ? Je posai la question du ton le plus naturel possible. Non. D'après ce que j'ai entendu dire, c'était un bon débarras pour elle. Il n'est sans doute guère charitable de parler ainsi, mais c'est la vérité. J'approuvais. Ashley Ferrare n'était certainement pas le modèle des maris, dis-je avec réserve. Un chenapan, déclara le major. Pas tout à fait. Un homme seulement qui avait plus d'argent qu'il ne lui en fallait. Oh, l'argent. Tous les tourments de la terre viennent de là, ou de son absence. Quel ennui vous a-t-il causé ? Demandai-je. J'ai une fortune suffisante pour mes besoins, et je suis parmi les heureux. Vraiment ? Cependant, en ce moment, je suis un peu démuni. J'ai fait un héritage il y a 1 an, et comme un imbécile, je me suis laissé entraîner à spéculer. J'ai dû exprimer ma sympathie et lui raconter ma propre mésaventure. Puis le gong résonna et nous rentrâmes. Poirot me prit à l'écart. « Eh bien ?»« Tout est normal en lui, répondis-je. J'en suis sûr. Rien d'étonnant ? Il a fait un héritage il y a 1 an. Mais qu'y a-t-il d'extraordinaire ? Je jurerais que cet homme est au-dessus de tout soupçon. »« Certainement, certainement, dit Poirot, ne vous agitez pas. » Il me parlait absolument comme un enfant peureux. Nous pénétrâmes tous dans la salle à manger. Il paraissait invraisemblable que moins de 24 heures se fussent écoulées depuis que je m'étais assis pour la dernière fois à cette table. Après le déjeuner, Madame Ackroyd me fit prendre place sur un canapé à côté d'elle. Je ne puis m'empêcher de me sentir un peu peiné, murmura-t-elle en exhumant un de ces mouchoirs qui ne sont manifestement pas faits pour être utilisés. Peiné par le manque de confiance que m'a témoigné Roger. Ces 20 000 livres auraient dû m'être légués à moi et non pas à Flora. Une mère ne peut pas être suspectée de ne pas sauvegarder les intérêts de son enfant. Je vous assure que je considère cela comme une injure. Vous oubliez, madame, que Flora était la propre nièce d'Ackroyd, et qu'elle lui était donc unie par le sang. Les choses eussent été différentes si vous aviez été sa sœur au lieu d'être sa belle-sœur. Du moment que j'étais la veuve du pauvre Cyril, je trouve qu'il aurait dû ménager mes sentiments, déclara madame Ackroyd en effleurant ses yeux avec son mouchoir. Mais Roger a toujours été très attentif, pour ne pas dire avare.
lorsqu'il s'est agi des questions d'intérêt. Notre situation, à Flora et à moi, était fort délicate. Il ne donnait même pas une rente à la pauvre enfant. Il payait ses notes, mais en rechignant, et il lui demandait sans cesse pourquoi elle avait besoin de tant de falbala. C'est bien une idée masculine. Mais que voulais-je dire ? Ah oui, nous n'avions pas un centime qui nous appartint en propre. Flora en était froissée. Je puis le dire, très froissée. Elle aimait évidemment beaucoup son oncle, mais n'importe quelle jeune fille se fût sentie humiliée. Il est certain que Roger avait d'étranges idées sur les questions pécuniaires. Il ne voulait même pas acheter des serviettes neuves, bien que je l'ai averti maintes fois que les vieilles étaient en loques. Et dire, continuait Madame Ackroyd en changeant soudain d'idée, ce qui lui était fort habituel, qu'il a laissé une pareille somme, 1000 livres, comprenez-vous ? 1000 livres, à cette femme. Quelle femme ? Miss Russell. J'ai toujours affirmé qu'il y avait en elle quelque chose de bizarre. Mais Roger ne voulait pas m'écouter. Il prétendait que c'était une femme qui avait beaucoup de force de caractère, et déclarait l'admirer et la respecter. Il parlait sans cesse de sa rectitude de jugement, de son désintéressement, de sa valeur morale. Je crois qu'elle aurait bien voulu l'épouser, mais j'y ai mis bon ordre. Elle m'a toujours détesté, naturellement, car je l'avais percée à jour. Je commençais à me demander s'il y avait une chance quelconque d'endiguer l'éloquence de Madame Ackroyd, et de m'en aller. Monsieur Hammond me l'a fourni en venant prendre congé. Je saisis l'occasion et me levai. « Où préférez-vous que je fasse l'enquête ?» déclarai-je. « Ici ou aux Trois Dindons ?» Madame Ackroyd me regarda avec consternation. « L'enquête !» s'écria-t-elle. « Il y aura donc une enquête !» Monsieur Hammond eut une petite toux sèche et murmura. « Elle est inévitable étant donné les circonstances. »« Mais le docteur Shepherd ne peut-il pas arranger ça ?»« Mes pouvoirs sont limités, dis-je brièvement. Si la mort est due à un accident... »« Il a été assassiné, madame, déclarai-je brusquement. Madame Ackroyd jeta un léger cri. L'idée d'un accident est absolument invraisemblable. Elle me regarda, désolée. Mais je n'avais aucune pitié pour ceux que je croyais n'être chez elle que la peur des ennuis. S'il y a une enquête, me faudra-t-il répondre à des questions ? Demanda-t-elle. Je ne sais pas si ce sera nécessaire. Je pense que M. Raymond vous évitera d'avoir à le faire, car il est parfaitement au courant et peut déposer. L'avoué fit un signe d'assentiment. Je ne crois vraiment pas que vous ayez quelque chose à craindre, madame, déclara-t-il. Vos sentiments seront ménagés. En ce qui concerne les questions pécuniaires, avez-vous tout ce qui vous est nécessaire pour le moment ? Je veux dire en argent liquide, ajouta-t-il, car elle le regardait sans comprendre. S'il en est autrement, je puis vous en procurer. Il doit y avoir ici une somme suffisante, dit Raymond, qui se tenait debout près de nous, car M. Ackroyd a fait toucher hier un chèque de 100 livres. 100 livres ? Oui. Elles étaient destinées à payer les gages et diverses notes qui venaient à échéance aujourd'hui. Cette somme est toujours intacte. Où se trouve-t-elle ? Dans son bureau ? Non, il gardait toujours son argent dans sa chambre, dans une vieille boîte à faux col. Idée bizarre, n'est-ce pas ? Je crois, insista l'avoué, que nous devrions, avant mon départ, nous assurer que cette somme est encore entière. Certainement, répondit le secrétaire. Je vais vous conduire. Ah, j'oubliais, la porte est fermée. Parker, interrogé, nous apprit que l'inspecteur Raglan se trouvait dans la partie de la maison réservée aux domestiques, où il se livrait à une nouvelle enquête. Peu d'instants après, il nous rejoignit, dans le hall, porteur de la clé désirée, et nous ouvrit la porte. Nous montâmes le petit escalier, à l'extrémité duquel nous trouvâmes la porte de la chambre à coucher d'Ackroyd, ouverte. La pièce était obscure, car les rideaux étaient tirés, et le lit était resté préparé, comme il l'était la veille au soir. L'inspecteur tira les rideaux pour laisser entrer le soleil, et Geoffroy Raymond se dirigea vers un bureau en bois de rose,
dont il ouvrit le tiroir supérieur. « Comment ? Monsieur Ackroyd gardait son argent dans un meuble qui ne fermait pas ?» dit l'inspecteur. Le secrétaire rougit légèrement. Monsieur Ackroyd avait absolument confiance dans la probité de tous ses domestiques, s'écria-t-il avec chaleur. « Oh, certainement, répliqua l'inspecteur. Raymond acheva d'ouvrir le tiroir et y prit une boîte ronde, en cuir, dont il enleva un épais portefeuille. « Voici la somme, déclara-t-il, en saisissant une liasse de billets de banque. Je suis certain qu'elle est intacte, car M. Ackroyd l'a mise, en ma présence, dans cette boîte hier soir, pendant qu'il s'habillait pour le dîner. Et bien entendu, personne n'y a touché depuis. » M. Hammond prit la liasse et compta les billets, puis leva brusquement la tête. « 100 livres, dites-vous ? Il n'y en a que 60. » Raymond le regarda stupéfait. « Impossible !» s'écria-t-il en se précipitant vers l'avoué, auquel il arracha les billets qu'il recompta à haute voix. M. Hammond avait raison. Le total se montait à 60 livres. « Mais je ne comprends pas !» balbutia le jeune secrétaire. Poirot intervint alors. « Vous avez vu M. Ackroyd ranger cette somme hier soir, pendant qu'il s'habillait pour le dîner. Êtes-vous sûr qu'il n'avait rien payé auparavant ? » ?»« Absolument sûr. Il a même dit « Je ne veux pas garder 100 livres sur moi, c'est trop encombrant. » »« Alors la chose est simple, » déclara Poirot. « Ou bien il a payé une somme de 40 livres hier soir, ou elle lui a été volée. » Parfaitement juste, opina l'inspecteur qui ajouta en se tournant vers Madame Ackroyd. Quels sont ceux des domestiques qui ont pu entrer hier soir dans cette pièce ? Je suppose que la seconde femme de chambre a dû venir faire la couverture. Qui est-ce ? Quels renseignements avez-vous sur elle ? Elle n'est pas ici depuis très longtemps, répondit Madame Ackroyd, mais c'est une brave fille de la campagne. Il nous faut élucider cette question, déclara l'inspecteur. Si M. Ackroyd a remis lui-même ses 40 livres à quelqu'un, il se peut que ce ne soit pas sans rapport avec le crime. Les autres domestiques sont-ils honnêtes ? Oh, je crois pouvoir l'affirmer. N'a-t-il jamais rien remarqué auparavant ? Non. Aucun d'eux ne s'en va ? Si, la femme de chambre qui s'occupe de l'office a donné son congé. Quand ? Hier, il me semble. C'est à vous qu'elle l'a donné ? Oh non, moi je n'ai rien à voir avec les domestiques. C'est Miss Russell qui s'occupe de la maison. L'inspecteur réfléchit pendant quelques minutes. Puis il hocha la tête et dit « Je crois que je ferais bien de causer un instant avec Miss Russell, et aussi avec les filles de service. » Poirot et moi l'accompagnâmes auprès de la gouvernante, qui nous reçut avec son sang-froid habituel. Elle nous apprit qu'Elsie Dale était à Fernley depuis 5 mois, et que c'était une gentille enfant, consciencieuse et fort honnête. Elle avait d'excellentes références, et ce serait la dernière personne au monde à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Et celle qui va partir ? C'est une jeune fille fort au-dessus de sa condition, tranquille et distinguée, qui travaille à merveille. Alors pourquoi s'en va-t-elle ? Miss Russell pinça les lèvres. Je n'y suis pour rien. Je crois que M. Ackroyd lui a fait des observations hier. Elle rangeait son cabinet de travail et elle a touché, paraît-il, à certains papiers qui se trouvaient sur son bureau. C'est du moins ce que j'ai compris d'après ses explications. Mais peut-être voudriez-vous lui parler vous-même ? L'inspecteur répondit affirmativement. J'avais remarqué la jeune fille pendant qu'elle servait à table. Elle était grande, avait d'épais cheveux bruns, bien serrés sur sa nuque, et de beaux yeux gris. Elle répondit à l'appel de Miss Russell et se tint debout, fort droite, fixant sur nous son regard calme. « Vous vous nommez Ursula Bourne ?» demanda l'inspecteur. « Oui, monsieur. »« J'apprends que vous partez ?»« Oui, monsieur. »« Pourquoi ?» ?»« J'ai dérangé les papiers qui étaient sur le bureau de monsieur Ackroyd. Il s'est mis fort en colère et m'a dit que je ferais mieux de quitter son service aussitôt que possible. »« Êtes-vous allé hier soir dans la chambre de monsieur Ackroyd pour mettre tout en ordre ? » « Non, monsieur.
C'est Elsie qui s'en est chargée. Je ne vais jamais dans cette partie de la maison. Je dois vous dire, ma petite, qu'une grosse somme d'argent a disparu de la chambre de M. Ackroyd. Cette fois, la jeune fille s'émut et rougit. Je ne sais rien à ce sujet. Si vous croyez que je l'ai prise et que M. Ackroyd m'a renvoyé pour cette raison, vous êtes dans l'erreur. Je ne vous accuse pas de l'avoir volée, reprit l'inspecteur. Ne vous fâchez pas. La femme de chambre le regarda froidement et dit dédaigneusement « Vous pouvez fouiller mes malles, vous ne trouverez rien. » Poirot s'interposa. « C'est hier après-midi que M. Ackroyd vous a renvoyé, ou que vous lui avez donné congé, n'est-ce pas ?»« Oui, répondit la jeune fille. »« Combien de temps dura votre entretien ?»« Notre entretien ? Oui, la conversation que vous eûtes avec M. Ackroyd dans son cabinet. »« Je ne sais pas trop. 20 minutes, une demi-heure ? » ?»« À peu près. Pas davantage. Pas plus d'une demi-heure, certainement. » « Merci, mademoiselle. » Je le regardais avec attention. Il redressait avec soin les divers bibelots sur la table, et ses yeux brillaient. « C'est bon, dit l'inspecteur. Ursula Bourne sortit. Raglan se tourna vers Miss Russell. « Depuis quand est-elle ici ? Avez-vous des renseignements qui vous ont été donnés à son sujet ?» Sans répondre à la première question, Miss Russell se dirigea vers un petit bureau, ouvrit un tiroir et y prit un paquet de lettres attachées ensemble. Elle en choisit une et la tendit à l'inspecteur. « dit-il. « Cela paraît très bien. Madame Richard Folliot de Merbigrange. Qui est-ce ? Elle appartient à une bonne famille du comté, déclara Miss Russell. Bon, reprit l'inspecteur en lui rendant la lettre. Interrogeons l'autre, maintenant. Elsie Dale. Elsie Dale était une jeune fille blonde, au visage agréable, mais peu intelligent. Elle répondit volontiers aux questions qui lui furent posées et se montra désolée lorsqu'on lui annonça la disparition de l'argent. « Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de suspect en elle, » affirma l'inspecteur après avoir fait signe à la jeune fille de sortir. « Que pensez-vous de Parker ?» La gouvernante serra les dents et ne répondit pas. « J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'anormal chez cet homme, » dit l'inspecteur pensivement. « Cependant, je ne sais pas à quel moment il aurait pu agir. Son service l'a occupé après le dîner, et il présente ensuite un excellent alibi. J'en suis sûr, car j'ai vérifié de près. Merci beaucoup, Miss Russell. Nous allons laisser les choses en l'état pour le moment. Il est probable que M. Ackroyd a donné lui-même les 40 livres à quelqu'un. » La gouvernante nous souhaita sèchement le bonjour et nous quittâmes. Je sortis de la maison avec Poirot. « Je me demande, dis-je en rompant le silence, quels pouvaient bien être les papiers que cette jeune fille avait dérangés pour qu'Ackroyd se soit mis dans une telle colère. Il y a peut-être un indice. » Le secrétaire a déclaré qu'il n'y avait sur le bureau aucun papier important, fit tranquillement remarquer Poirot. Oui, mais... Je m'arrêtai. Il vous semble bizarre qu'Ackroyd soit entré en fureur pour un motif aussi futile ? Oui, un peu. Mais sommes-nous sûrs qu'il s'agissait d'une chose insignifiante ? Évidemment, nous ne savons pas quels étaient ces papiers. Pourtant, Raymond nous a affirmé. Laissons de côté pour un moment ce qu'a dit Raymond. Qu'avez-vous pensé de cette jeune fille ? Laquelle ? Ursula Bourne ? Oui. Elle m'a paru fort bien, répondis-je en hésitant. Poirot répéta mes paroles en appuyant sur le verbe. Oui, elle paraît fort bien. Puis, après un instant de silence, il prit un papier dans sa poche et me le tendit. « Regardez, mon ami, je veux vous montrer quelque chose. » La liste qu'il me tendait avait été collationnée par l'inspecteur et donnée par lui à Poirot le matin. Il désigna un nom du doigt
et je vis une petite croix au crayon tracée à côté de celui d'Ursula Bourne. Vous n'avez sans doute pas remarqué, mon cher ami, qu'il y a sur cette liste une personne dont l'alibi n'est pas confirmé, et que cette personne est justement Ursula Bourne. Vous ne croyez pas que... Dr Shepard, je crois tout. Ursula Bourne peut avoir tué M. Ackroyd, bien que j'avoue ne pas comprendre quelles eussent été ses raisons pour le faire. Et vous ? Il me regardait avec attention, tant d'attention que je me sentis gêné. Et vous ? Répéta-t-il. Je ne vois aucune raison, répondis-je avec fermeté. Son regard se détourna, il fronça les sourcils et dit en se parlant à lui-même : puisque le maître chanteur était un homme, il ne peut donc être question d'elle. Je toussautai. Quant à cela, fis-je d'un ton dubitatif. Il se tourna vers moi. Quoi ? Qu'alliez-vous dire ? Rien, simplement ceci. Dans sa lettre, Madame Ferrare a parlé d'une personne, sans spécifier qu'il s'agissait d'un homme. Nous avons seulement pensé, Ackroyd et moi, que c'en était un. Mais Poirot ne m'écoutait pas. Il se parlait à lui-même. Après tout, c'est possible. Oui, certainement. Mais alors ? Il faut que je rajuste mes idées. De l'ordre, de la méthode. Jamais je n'en ai autant eu besoin. Tout doit s'enchaîner. Sinon, je suis sur une mauvaise piste. Il s'arrêta et se tourna brusquement vers moi. Où est Merby ? De l'autre côté de Cranchester. À quelle distance ? Oh, à 14 kilomètres environ. Vous serait-il possible de vous rendre jusque-là ? Demain, par exemple ? Demain ? Oui, c'est dimanche, je pourrais m'arranger. Que désirez-vous que j'aille y faire ? Voir cette Madame Folliot, et tâcher d'avoir des renseignements au sujet d'Ursula Bourne. Très bien, mais je n'aime pas beaucoup cette mission. Ce n'est pas le moment de faire des difficultés. Il s'agit de la vie d'un homme. Pauvre Ralph, dis-je en soupirant. Pourtant, vous le croyez innocent. Poirot me regarda très gravement. Voulez-vous savoir exactement ce que je pense ? Évidemment. Alors voici, mon ami. Tout concourt à le faire présumer coupable. Comment ? M'écriai-je. Poirot fit un signe affirmatif. Oui, cet inspecteur stupide, car il est stupide, a découvert des faits sur lesquels il base sa conviction. Je cherche la vérité. Et sans cesse, je suis ramené à Ralph Patton. Les motifs, l'occasion, les moyens, mais je ne négligerai rien. Je l'ai promis à Miss Flora. Or, cette petite était sûre, très sûre, de son innocence.